Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec le vénérable octogénaire Charles Gave, ici présent. Octogénaire et le pouce. Octo 2. Oui, Octo 2. On va dire le sage. Voilà. Ouf, c'est pas parce qu'on devient vieux qu'on devient sage. Non, pas toujours. Mais enfin, vous êtes reconnu comme tel en tout cas, et en tout cas par moi. C'est bien. Et je crois pas par une grande partie de notre audience. Aujourd'hui, je voudrais parler principalement de la question de l'Ukraine, parce que alors c'est un peu un running gag, et c'est pour ça que j'essaye de pas en parler trop souvent. Gag, ça fait pas rire, hein, mais enfin. Non, ça fait. Alors, je parle pas du front, je parle plus du jeu des négociations entre la diplomatie russe, américaine et puis ukrainienne, avec les Européens qui aiment bien se rajouter par-dessus. On a l'impression qu'ils font un peu un rôle de figuration, ils sont là parce qu'ils sont là. Mais non, il faut tout lui expliquer à le garçon. C'est pas ça du tout. Les Européens, c'est les plus importants. Les plus intelligents. Les plus intelligents. Les seuls qui ont compris ce que c'était que les droits de l'homme et des choses comme ça, si vous voulez. Donc c'est des gens extrêmement importants. Et donc le but, c'est que l'Europe soit gérée par cette classe extrêmement intelligente sans qu'elle ait besoin de voter, sans qu'il y ait des votes, si vous voulez. Donc, et ils seraient contents d'attirer dans leur orbite, je sais pas, l'Ukraine, qui a comme avantage d'être un énorme pays agricole, c'est-à-dire on peut être à peu près certain que ça finirait de foutre en l'air l'industrie française, dont j'ai vu avec plaisir qu'aujourd'hui, nous étions quasiment en déficit extérieur sur les produits agricoles. Ouais. Si vous voulez réussir quand même à rentrer dans une association de marchands qui fout en l'air en l'espace de 20 ans le pays le plus productif du monde en agriculture, j'imagine qu'ils veulent faire ça. L'Ukraine, c'était le pays, si vous voulez, où il y a les terres noires. Les terres noires qui sont les terres les plus fertiles du monde et tout. Et l'Union soviétique avait réussi à importer du blé. C'est comme d'apporter du sable au Sahara, quoi. Vous voyez, oui, c'est très fort, ouais. C'était très très fort. Donc, ils ont réussi ça avec la France. Et maintenant, ils vont déployer leur talent avec l'Ukraine en espérant vendre des voitures, j'imagine des Mercedes, aux Ukrainiens. Oui, alors le truc c'est qu'il va falloir qu'ils gagnent de l'argent parce que c'est non, pas gagné. Non, mais on pourrait peut-être... Faut que les entreprises allemandes vont gagner de l'argent si elles vendent des voitures aux Ukrainiens. Oui. Mais qui va payer les voitures? C'est les Français. Faudra peut-être, subventionner éventuellement le consommateur ukrainien pour qu'il puisse... Oui, on augmentera les impôts sur les Français, en particulier les paysans français, pour subventionner le paysan ukrainien qui pourra acheter des voitures allemandes. Oui. C'est ça, vous n'avez pas compris le marché commun. Vous. Alors, notez, actuellement, on s'y retrouve pas trop mal. En tout cas, les usines Dassault s'y retrouvent pas trop mal puisqu'on va leur vendre sans avion. Vous rigolez ? On a signé un papier, mais ça ne dit pas... je crois que Dassault, pour faire ses avions, je crois que si vous le commandez aujourd'hui, vous aurez votre avion dans 7 ou 8 ans. Ouais. Les carnets de commandes s'empilent un peu. Ouais. S'empilent un peu, donc ça veut dire que dans le meilleur des cas, comme ils doivent produire, je sais pas, 20-30 avions par an, je sais pas. Alors je connais pas bien les capacités de production de Dassault. Là, en l'occurrence, il s'agit de Rafale. Il s'agit d'une centaine de Rafale, donc je sais pas combien de temps ça leur prend. J'imagine que le mieux, ce serait... pour la guerre entre la Ukraine et Russie en 2045 ou 2050. Oui, bon, je sais pas trop. Oui, non, c'est à peu près ça, donc on se prépare. C'est bien. On a des gens qui pensent à long terme. Oui, absolument. Et alors... Vous avez cru sans avion, vous ? Mais avec quel argent vous les payez, ils ont pas. Mais moi j'ai 25 ans, je crois tout ce qu'on me dit. Ça marche comme ça. Je vois un article de presse, je vais le croire sur parole. Je vais pas commencer à remettre en question la parole des journalistes quand même. La CIA paye quelque chose comme 500 millions de dollars par an à la presse internationale. Je sais pas. Vous croyez qu'il faut... c'est pour vous instruire dans la vérité qu'ils font ça. Oui, bien sûr, c'est pour aider à... Vous, que des gens comme vous comprennent. Oui, naturellement. Ah bah c'est bien. Bien sûr. Donc... Qu'est-ce que vous foutez à l'Institut des... Je sais pas. Je me suis infiltré avec l'argent de la CIA, justement. Voilà. Tout s'explique. Voilà, tout s'explique. Je me demande ce qu'il foutait là. Il venait au bureau tous les jours. Je me demandais pourquoi il était là. Oui, c'est pour ça. C'est eux qui vous payent. Oui, c'est pour ça, oui. En plus de ce qu'on vous paye. Oui. Oui, ça fait des sommes astronomiques à la fin. C'est sûr, c'est... L'Aston Martin qui est devant le bureau, c'est à vous ?
Alors, je voulais pas vous le dire, mais oui, effectivement. Non, parce qu'il y en a une qui est toujours devant le bureau, elle est très belle d'ailleurs. Oui, elle est pas mal, oui. Je me demandais qui avait Non, ça. malheureusement, c'est pas la mienne. Peut-être un de ces jours, j'en sais rien. Mais pas pour tout de suite. Bon. Non, mais du coup, ça fait quand même au moins la 3e tentative d'accord de paix depuis que Trump est arrivé à la Maison Blanche. Il y avait déjà eu quelques tentatives cet été qui donnaient un petit peu sur rien du tout, hein, avec ce fameux rendez-vous manqué en Hongrie. Il y avait ce sommet entre Trump et Poutine en Alaska aussi qui avait pas abouti à un cessez-le-feu au final. Je crois que dans ce sommet, Poutine avait indiqué ce qu'il voulait. Et donc, c'était déjà une première étape de visibilité de demande de la diplomatie russe, effectivement. D'après ce que j'avais compris, ce qu'il voulait, c'est limiter la taille de l'armée russe, ukrainienne, pardon, et puis que l'Ukraine fasse comme la Suisse, qu'elle déclare sa neutralité. Neutralité, démilitarisation, en tout cas en grande partie. Et puis cession de territoire aussi. Cession de territoire, c'est-à-dire que les partis russophones, pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça veut dire ceux qui parlent le russe. Les partis russophones soient réattachés à la mère Russie, quoi, qui avait été conquis militairement, c'est-à-dire ceux dans lesquels il y avait une espèce de guerre civile entre les partis russophones et les partis ukrainophones, et donc que ce qui avait été conquis par la Russie lui reste. Alors c'était une idée intéressante, mais en fait, essayons de réfléchir là 2 minutes. Vous êtes les Russes. Oui. Vous êtes en train de ratatiner l'armée ukrainienne doucement. Oui. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne n'utilise pas la tactique qu'elle avait dû utiliser dans la Deuxième Guerre mondiale, de faire tuer des millions de gens, parce qu'ils n'en ont pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils ont réutilisé la vieille tactique qu'avait essayé l'Allemagne contre la France en 14-18. Vous bombardez les 10 km de façon à ce qu'il n'y ait plus un lapin vivant, là, vous voyez. Puis ensuite, vous avancez de 10 km, quand vous avez absolument anéanti tout ce qui est dans les 10 km, et puis vous rebombardez les 10 km, et comme ça, petit à petit, de temps en temps, vous tombez sur un Ukrainien qui était dans la zone des 10 km qui se fait liquider, donc les pertes ukrainiennes sont 12 à 13 fois supérieures aux pertes russes, quoi. Et comme les Russes sont plus nombreux que les Ukrainiens, un jour, il n'y aura plus d'Ukrainiens, quoi. Une fois que les Ukrainiens sont complètement humiliés et liquidés, si j'ose dire, ce qui est horrible, la question, ça va être Odessa. J'en ai souvent parlé. Odessa, c'est le port ukrainien sur la mer Noire qui permet d'exporter par bateau la bouffe, le charbon, tout ce que vous voulez. Vous regardez la carte des avances russes, c'est une espèce de croissant rouge qui remonte presque jusqu'à l'Ukraine. Un corridor, je l'ai là sous la main. Tout ce qui est à l'est de la région a été reconquis. Oui, c'est ça. Ouais. Et comme vous le remarquez, là, pour l'instant, ça s'arrête tout à fait en bas à gauche, à Odessa. Ouais. Donc la question que les Russes se posent depuis le début, est-ce que je transforme l'Ukraine en Biélorussie ou pas ? Biélorussie, vous savez, c'est ce qui est au-dessus de l'Ukraine, coupé. Il n'y a pas de port. C'est-à-dire qu'ils doivent demander la permission pour aller faire pipi aux Russes, quoi. Mais c'est comme le Kazakhstan, tout ça. Donc la question, c'est est-ce que j'autorise l'Ukraine à avoir, si ça continue encore quelques semaines, quelques mois, les Russes vont piquer Odessa. Mais ça fait pas un peu longtemps quand même que c'est le cas ? Parce que c'est la carte. C'est la carte. Si vous me continuez à m'embêter, si vous dites pas ce que je vais faire, si vous acceptez pas mes conditions, les Russes vont piquer Odessa. C'est là. En fait, je suis heureux dans la discussion. C'est pour l'instant, on n'a pas piqué Odessa, qui est une ville russe. Tout à fait, elle parle russe. Pour garder ça comme on vous laisse une possibilité, si vous acceptez nos conditions, on vous laisse Odessa, vous pourrez exporter. Mais si vous continuez à nous casser les pieds, ce ne sera pas une négociation, ce sera une reddition.
Bah, eux, ils ont le temps long dans, ils s'en dans foutent. leur. Oui. Ils s'en foutent, ils se font tuer très peu de gens. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu ce que reproche Trump de temps en temps. C'est-à-dire, en fait, il dit. Enfin, c'est un peu, encore une fois, semaine A, semaine B. Semaine A, ils s'entendent très bien avec Poutine, ils se comprennent, voilà, tout va bien. Et semaine B, il dit non, mais Poutine n'est pas du tout prêt à négocier la paix ou quoi que ce soit. Permettez-moi de traduire un petit peu ce que vous dites, qui est une idée intéressante. Semaine A, il comprend très bien ce que veut Poutine, oui, ça il comprend très bien. Semaine B, il aimerait que ça se passe avant les législatives de l'automne prochain, aux États-Unis. Avant les midterms. Les midterms, parce qu'évidemment, s'il arrivait ayant fait la paix au Moyen-Orient et tout, bon, ça donnerait un petit peu. Donc, il a très bien compris ce que voulait Poutine, mais Poutine a très bien compris qu'il voudrait l'avoir avant les midterms. Oui. Et c'est là où Poutine grince en disant, bah, écoutez, si vous voulez les avoir avant les midterms, vous avez qu'à, je sais pas, organiser un accident de Madame von der Leyen, puisque c'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut quand même montrer que... Qu'est-ce qu'il va donner en faveur des midterms? Ça, je sais pas. Ben, que les Européens cessent de l'emmerder. Oui. Bon, après, les Européens, ils font un peu acte de figuration. Leurs demandes sont pas toujours extrêmement claires. On a l'impression que c'est juste un relais en fait des positions de Zelensky. C'est en fait tout ce que l'Ukraine veut, on soutient par principe. Oui, mais ce qu'on oublie, c'est que Zelensky a détourné je sais pas combien de milliards de dollars, ce qui est apparemment beaucoup, entre 30 et 40% de ce qui a été versé. Tiens, il paraît, j'ai lu un truc, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il aurait acheté Zelensky par l'intermédiaire d'une de ses holdings, le grand hôtel de Courchevel. Ah, j'en sais rien du tout. Il y a des bruits qui circulent comme ça qui sont intéressants. Pour 700 ou 800 millions de dollars, donc c'était bien. Mais, donc, la réalité, c'est que l'Ukraine, c'était le terrain de jeu de toutes les organisations criminelles dans le monde, y compris la CIA. C'est là qu'ils avaient leur laboratoire secret pour faire des produits dégueulasses. C'est là où il y avait toute la transaction qui se faisait pour les armes qui allaient ensuite être vendues. Par exemple, les armes vendues qui ont servi, qui sont passées par la Libye pour aller en Syrie ensuite pour faire Al-Qaïda, et tout ça est organisé par Mme Clinton. Je pense que Mme Clinton a dû toucher un petit peu d'argent pour cette tranquille. Donc, si vous voulez, vous avez les preuves et le terrain qui permettaient de blanchir de l'argent par l'intermédiaire de l'Ukraine, qui était un pays soi-disant ami, donc les États-Unis n'allaient pas voir le côté bancaire des choses. Donc, si l'Ukraine tombe, la machine à laver de la criminalité américaine au pouvoir, elle tombe. Il y a peut-être des gens qui vont tomber aussi sur les documents historiques prouvant la culpabilité de je ne sais pas qui. Ah bah, normalement, la famille Biden, en tout cas, est pas très... Biden, Clinton, vous avez l'assassinat de l'ambassadeur américain en Libye, tout ça, ça a été un peu curieux. Donc... c'est à partir de l'Ukraine que s'organisaient toutes les opérations complètement crapuleuses de l'État profond américain. C'est une terre de corruption, bien sûr, c'est inouï. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a jamais pris au sérieux son adhésion à l'Union européenne. C'est une des raisons pour lesquelles... ça aurait permis à l'Union européenne aussi d'avoir un endroit où elle pouvait faire des corruptions. Elle n'a pas dû s'en priver. Oui, mais enfin, au final imaginez le mari de Mme von der Leyen, qui a des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez s'ils étaient en Ukraine. Oui, mais je veux dire, on n'a pas besoin que ce soit dans l'Union européenne pour faire ça. Justement, c'est même un peu mieux que ce soit en dehors de ces organisations et qu'on le fasse presque de manière non officielle. C'est un peu parce que pareil, la diplomatie américaine parlait de la possibilité d'inclure l'Ukraine à l'OTAN depuis 2008, mais depuis, en réalité, il y a rien de particulièrement sérieux qui a été fait pour l'inclure dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Tout le monde s'est dit il y a le coup d'État de Maïdan qui a été fait pour virer le pauvre gars qui était donc partisan d'alliance avec la Russie plutôt que d'alliance avec le... Donc on a viré Maïdan et on a remplacé par des présidents qui étaient désignés par les États-Unis, par Mme Victoria Newman, je crois qu'elle s'appelait. Vous savez, c'était la première secrétaire des affaires européennes du ministère des Affaires étrangères américain. C'était une criminelle elle aussi. Donc on voit très bien que dans cette espèce de globalisation du monde, etc., il y avait un endroit qui avait été choisi pour être l'endroit où seraient les gars
dont on pourrait se servir pour éliminer ceux qui n'étaient pas d'accord, quoi, vous voyez, pour les corrompre, pour la corruption se passer tranquillement, etc. Et ça, c'était l'Ukraine. Donc, quand vous dites Trump n'y arrive pas, c'est qu'il y a plein de gens dans l'administration américaine et au Congrès et au Sénat américain qui doivent être en train de mettre des bâtons dans les roues chaque fois qu'il fait une proposition. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait des tas de choses qui se sachent, quoi. Donc, c'est pas simplement les Européens qui gueulent. C'est tous les résidus de l'administration Biden, quoi. Donc c'est pas une affaire simple. Non, c'est sûr, c'est pas une affaire simple. Mais après, bon, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a un bon volontarisme de la part de l'administration américaine. Il y a des types assez bien qui sont sur le dossier, notamment Jared Kushner, qui était déjà à l'initiative du plan de paix dernièrement entre Israël et la Palestine, qui a été plutôt concluant en tout cas jusque-là. Alors, est-ce que vous savez que la quasi-totalité des grands Ashkénazes qui ont créé Israël, les Ben Gurion, etc., ils étaient tous d'Odessa. Ah non, je savais pas. Donc, mais oui, Odessa, oui, il y avait beaucoup de il y avait une communauté juive, etc., donc qui n'avait pas gardé un très bon souvenir des pogroms russes qui avaient eu lieu. Pour comprendre, oui. Ça des vieilles histoires, mais enfin, ça traîne un peu dans les mémoires, quoi. Oui. Donc, que Jared Kushner soit là aussi, j'aimerais bien savoir d'où vient la famille, probablement d'Odessa aussi, à l'origine. C'est pas impossible, je sais pas, je me suis pas renseigné sur la question. Ouais. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des liens, c'est pas du tout que je suis un complotiste, mais il y a parfois des histoires comme ça qui traînent. C'est toujours ce que je raconte, bon, c'est pas du tout le même sujet, mais mon cher père, qui avait acheté une maison sur les collines de la Garonne, là-haut, au-dessus d'une petite ville qui s'appelait Carbone, il va voir son garagiste un jour, et le garagiste lui dit qu'il s'appelait Méric, qui était un nom visigothique, à l'évidence, ils étaient là depuis. Méric, c'était un nom visigothique, puisque les Visigoths, c'était Toulouse. Et le Visigoth de service dit à mon père, bon, pourquoi vous habitez là-haut, mon colonel? Là-haut, c'est des esclaves. Alors mon père était un peu surpris, il dit, bon, vous savez. Puis il va voir le curé du village, et il dit, pourquoi il dit que là-haut, c'est des esclaves? C'est parce qu'au XIIe siècle, à Carbone, c'était des gens libres, donc en bas sur la plaine, et dans les collines, c'était des serfs. Donc, 8 siècles après, le type, il continue à dire, là-haut, c'est des esclaves, et nous, on est des gens libres. Donc, si vous voulez, quand vous parlez de choses comme l'Ukraine, Odessa, les Juifs, Israël et tout, il y a peut-être toute une série d'empreintes historiques qui sont restées, dont les gens ne sont pas au courant, mais qui marquent. Oui, bien sûr. C'est très réel, bien sûr. C'est très réel, c'est la réalité, c'est pour ça que je dis toujours en rigolant. Quand vous voyez les gars qui se souvenaient que 8 siècles après c'était des esclaves et tout, vous vous rendez compte que l'Europe c'est pas prêt de se faire, parce qu'il y en a des vieux trucs qui traînent en Europe. L'Europe unie, c'est pas... la table rase, ça n'existe pas en Europe. On est... Bien sûr, il y a une vraie méfiance, en vrai... Alors... généralement pas venant de l'administration française, mais venant des industriels français par rapport aux Allemands. Il y a ça. On a toujours l'impression qu'on va se faire enfler par les Allemands. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas complètement faux, mais vous avez qu'à regarder aussi les Grecs ou les Polonais, chaque fois qu'ils commencent à trouver que l'Allemagne exagère, ils disent, mais vous nous avez piqué notre or entre 39 et 45, là. Si vous pouviez le refaire, nous le refiler. Donc il y a des trucs comme ça qui remontent à la surface. Il y a des très vieilles dynamiques qui s'estompent presque jamais. Mais il faudrait peut-être d'abord traiter ces dynamiques avant de... je veux dire... Donc ce que vous me dites sur l'Ukraine, c'est que on est en train de chercher une solution à la crise ukrainienne. Donc les Américains, Poutine veut faire la paix parce que ça l'emmerde qu'il y a des gens qui se fassent tuer, puis ça fait... Bon, très bien. Mais il faut savoir ce qu'a été l'Ukraine dans l'histoire de l'Union soviétique, dans l'histoire de la lutte contre le nazisme, ils ont été assez alliés, dans l'histoire des Juifs qui ont créé Odessa, des pogroms en Russie. Donc, ça me fait toujours rigoler. C'était, vous savez, comme dans SS 117, quand le patron des services secrets lui dit « Allez pacifier le Moyen-Orient au SS ». Il y a des gens qui disent « On va aller pacifier l'Ukraine », mais ils ne se rendent pas compte de quel panier de crabes c'est et combien de trucs qui sont attachés à ça, quoi. Donc, là, vous me direz, je suis vieux, je suis gâteux, j'ai le droit de répéter les mêmes histoires, mais
Je connaissais Robert de Habsbourg, qui était le frère de Otto de Habsbourg. C'était le numéro 2 dans l'ordre. Vous savez, s'il y avait eu un empereur d'Autriche, bon, c'était un ami du patron d'une petite banque où je travaillais, Otto de Habsbourg. Je le voyais souvent. Et je lui parlais de ce qui se passait à l'époque dans le coin. Il m'a dit, Charles, la seule façon pour que ça marche, c'est qu'il faut que la patte de l'ours russe soit dessus. Si la patte de l'ours russe n'est pas là-dessus, on n'aura jamais la paix. Donc, ce que disait Otto de Habsbourg, ça a toujours été le bordel. Oui, c'est pas... Et s'il n'y avait pas la patte de l'ours russe qui faisait tenir les gens, ou de l'ours turc d'ailleurs, hein, ou de l'ours austrien, ou austro-hongrois, mais celui-là, il était plus gentil. C'est un petit ours brun, c'était pas un grizzly. Donc, pour moi... La paix en Ukraine, c'est comme si on demandait que cesse l'antisémitisme qui est là que depuis 2000 ans, quoi. Ça fait 3000 ou 4000, je sais pas combien de temps. Il y a des... Quand les gens négocient avec Israël, ils négocient pas avec un pays comme les autres. Il y a une espèce d'affect, si vous êtes un arabe, etc., vis-à-vis d'Israël, qui n'est pas celui qu'il aurait avec... J'ai négocié avec la France ou le Cambodge, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des endroits qui sont chargés d'émotions. Oui. Non, c'est sûr, c'est un pays compliqué. Bah, la Russie aussi, d'ailleurs. Hein, la Russie aussi porte beaucoup de crimes dans son histoire. Elle est née en Ukraine. La Russie. Oui, la Russe de Kiev, oui, on peut effectivement dire, un peu de la même manière qu'on peut dire que la France est née en Belgique avec les Francs, d'une certaine manière. Mais en Belgique, elle est plutôt... Mais... Et puis, Ukraine, ça veut dire en russe frontière. Donc, l'Ukraine, c'est la frontière de la Russie. Mais du bon côté ou du mauvais côté? Est-ce que je veux dire, est-ce que la Russie s'arrête à la frontière? Ou est-ce que la frontière... Est-ce que c'est la frontière de la Russie? Ben, si vous parlez à un type comme Solzhenitsyn, pour lui, c'était un drame que l'Ukraine ait été séparée de la Russie. C'est comme si on enlevait l'Alsace-Lorraine à la France, quoi. Ouais. En plus, donc ça fait des émotions très fortes en Russie, l'Ukraine. Hein. Ouais. Mais bon, après, il y a aussi toute une partie des Ukrainiens qui veulent pas du tout faire partie de la Russie. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Donc, vous regardez, il y en a tout un tas dont on est certain. C'était ceux qui étaient à l'Est, les russophones. Mais au Sud, vous avez ceux qui parlent le hongrois, qui sont... Parce que l'Ukraine, telle qu'il a été taillé, n'a rien à voir avec l'Ukraine historique, et tout à voir avec ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, où Staline a piqué une partie importante du territoire des Hongrois, des Polonais. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler d'Ukraine historique dans la mesure où elle a quand même énormément varié dans l'histoire, elle a jamais été strictement ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a été un petit peu, je crois, pendant la révolution russe de 1917 à 1920, puis les communistes sont arrivés en Hitler, quoi, en urgeant une famine épouvantable, quoi. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous regardez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est une grande invention française sous Napoléon III, qui a foutu un bordel pas possible. Mais enfin, le droit des peuples... Ben, vous avez 2 ou 3 peuples en Ukraine aujourd'hui qui n'ont pas du tout envie d'être en Ukraine. La Galicie, c'est le long de la Pologne. Ouais. Et ça appartient à la Pologne. Ça a toujours appartenu à la Pologne. La partie sud, c'est des Hongrois. Il y en a une petite partie là-haut, en haut à gauche, là, comme je dis sur les cartes, c'est-à-dire plutôt vers l'ouest, et en haut, qui est tout à fait roumaine. Donc, l'Ukraine aujourd'hui, il y a 3 nations à l'intérieur des 4 ou 5 qui sont en Russie, qui ne veulent pas du tout être ukrainiens. Donc la question, c'est, est-ce que le but de Poutine, c'est pas d'arriver à la partition de l'Ukraine, comme autrefois on avait fait la partition de la Pologne, une partie pour toi, une partie pour moi, peut-être. Après, est-ce que la meilleure manière de résoudre cette question, c'est pas de leur demander C'est ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie. On a mis ensemble les Tchèques et les Slovaques qui ne pouvaient pas se voir. Ouais. Ils avaient voté de se séparer. Ça s'est très bien passé. Oui, absolument. Mais si toutes les opérations criminelles de la CIA étaient en Ukraine, vous pensez bien qu'ils n'allaient pas donner un vote aux Ukrainiens. Non, mais ça ne va pas. Ceux qui sont le plus violemment opposés au vote, vous remarquerez, c'est les gars de la Commission européenne. Parce que si vous demandez au peuple ce qu'ils veulent, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Oui, alors déjà, en l'occurrence, ils ne l'appliquent déjà pas avec le peuple qui dirige, donc effectivement, ils ne sont pas prêts de... Donc le référendum ou le plébiscite ou la volonté de sortir ou de rentrer d'une région, ce n'est pas des choses qui intéressent la Commission européenne. Ouais. La Commission européenne, c'est qu'elle absorbe un autre État, un autre pays, etc., sur lesquels elle pourra mettre la mainmise.
C'est un pouvoir impérial, la Commission européenne. C'est un pouvoir colonisateur. Oui, effectivement. Mais d'une grande médiocrité, malheureusement. Ouais. Ah bah oui, c'est ça. J'aurais aimé au moins qu'il soit bon, ça aurait été déjà ça de prix. Et alors, en termes de revendications, alors comme vous l'avez dit, les Russes, en gros, eux, ils demandent globalement à s'arrêter sur la ligne de démarcation. Alors les Ukrainiens, ils n'ont pas forcément de problème avec un cessez-le-feu avec la ligne de démarcation. En revanche, ils ne veulent pas renoncer sur le principe à leur souveraineté sur ce territoire, et y compris sur la Crimée. Donc eux, ils veulent carrément revenir avant 2020, à l'issue du conflit. Alors la Crimée, on est reparti dans un vieux truc. La Crimée, c'est là qu'il y a Sébastopol. Bon, là, c'est compliqué quand même. La Crimée, c'est la principale base militaire russe sur la mer Noire, à partir duquel ils contrôlent tout le Moyen-Orient central, c'est-à-dire la Turquie en face, la Syrie un peu plus loin. Ils ont une base à... Comment il s'appelle ? Tartus. Qui a pour l'instant n'a pas bougé, qui est toujours russe. C'est juste en dessous de l'attaque est Tarkus. Vous savez, c'est là une base militaire, c'est la clé. Donc, ils contrôlent de deux côtés la Turquie, la Méditerranée orientale, et puis à l'intérieur des terres, tout ce qui va vers justement la Syrie, l'Irak, etc. Donc, Sébastopol, en principe, ça appartenait à l'Ukraine, et la Russie avait un lys, vous savez, un bail qui devait encore durer 25 ans. Mais les Russes n'ont qu'une idée, c'est que si on leur... soit avant ou soit après, si on dénonce le bail, ils se retrouvent sans port militaire. Donc ils sont complètement... C'est pour ça d'ailleurs que les Américains voulaient foutre 2 bases en Géorgie. Pendant que M. Glucksmann était marié avec la fille du président géorgien, qui était un des hommes les plus corrompus de la Terre, dont il a divorcé quand il a eu des malheurs, ce qui prouve que cet homme est attaché à ses principes. Dont il change souvent d'ailleurs, parce que c'est important de savoir. C'est plus difficile de mettre sa vie en accord avec ses principes que ses principes en accord avec sa vie, quoi. Oui. Donc, c'est à mon avis, M. Glucksmann fait partie de la deuxième chose. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui traînent là-dedans. J'ai été en Géorgie. Bon, c'est un très beau pays. Vous avez une frontière commune avec l'Iran, qui est juste à côté, là. Et, c'est très curieux, vous êtes en Europe, vous êtes en Grèce. Oui, vous avez vraiment l'impression d'être dans un pays européen. Oui, tout à fait. Ouais. C'est tout à fait surprenant, la Géorgie. Donc, pourquoi les Américains avaient besoin d'aller foutre 2 bases là-bas ? Poutine a fait une contre-manœuvre qui a été arrêtée par Sarkozy, mais il a pris les 2 provinces où les bases géorgiennes, où les bases pouvaient être mises, comme ça il est tranquille. Donc, vous savez que si remettre Sébastopol dans le coup, c'est dire à la Russie, à la première occasion, je vous en donne à nouveau. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, en fait, vous signez pas. Il n'y a aucune possibilité que la Russie signe ça, effectivement. Mais jamais ils vont abandonner c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment demander quelque chose en sachant très bien que la partie adverse n'acceptera pas. Et vous savez aussi que ça lui donnera une occasion à ce moment-là, si elle réussit à se refaire une armée, si les Russes ont un problème, etc., de rentrer dans les Russes pour reprendre Sébastopol. Donc aujourd'hui, les Russes sont en état de force, donc il faut qu'ils empêchent toute renaissance de l'armée ukrainienne. Oui. Que ça devienne une force de police, quoi. Actuellement, oui. Actuellement, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Hein. On a l'impression qu'ils ont le temps. Je vois. Bon, alors, comment dire, sur le plan logistique, l'armée ukrainienne résiste très bien, notamment grâce aux aides américaines et européennes. Grâce aux aides américaines, parce que toutes les aides dont ils ont besoin, c'est les satellites. Si les Américains coupent les satellites, les Ukrainiens sont faits comme des rats, quoi. Oui, c'est surtout ça en termes de renseignement, c'est extrêmement important. Et en revanche, parfois, on voit des photos de soldats ukrainiens. En fait, on voit d'abord on voyait des jeunes hommes, ensuite on voyait des pères de famille. Là, c'est limite si on commence pas à avoir des grands-parents, quoi. Vous imaginez de plus... si j'étais obligé de partir sur le front, moi. Oui. Au moins, ça doit être rigolo, quoi. Je veux dire, non, il arrive quelque chose dans votre vie d'un seul coup, quoi. Vous voyez, vous êtes à la retraite. Oui, c'est sûr, vous y attendez pas, oui. Non, vous y attendez pas, puis je sais pas si vous êtes capable de dormir dans la boue et tout, c'est pas très drôle. Oui, non, c'est pas marrant. Ça me fait toujours penser à cette phase d'un grand philosophe anglais qui disait, il faut la traduire en anglais, c'est de dire, quand il y a une guerre, c'est pas de savoir who is right ou who is wrong, but who is right and who is left. C'est-à-dire, à la fin de la guerre, celui qui gagne, c'est celui qui est toujours là. L'autre a été détruit, quoi. Très souvent, le but de la guerre, c'est de détruire l'autre complètement, quoi. Ouais.
Et ben, si je regarde ça, si je me dis, ben, les Russes, ils ont décidé que c'est eux qui allaient être left. C'est eux qui seraient là encore. Ouais. Et qui ne sont pas pressés. C'est sûr, ils ont le nombre. Hein. Ils ont le nombre, ils ont le temps. Ouais. Ils n'ont pas d'élection. Non, non, c'est sûr. Les élections, on connaît déjà les résultats avant. Mais... En Europe, oui. Oui, bah en Russie aussi. Europe, en Russie aussi, je sais pas, parce que quand j'étais en Russie, là, j'étais surpris de voir à quel point Poutine avait l'air populaire, quoi. Oui, ça c'était avant que la guerre ne commence, donc je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Oui, je sais pas non plus, non, mais il est sans doute très populaire chez peut-être une majorité de Russes. Après, bon, c'est pas facile non plus de s'ériger en opposant de Vladimir Poutine. On rencontre quelques problèmes. Il y a quand même des anciens communistes, etc. Au Parlement, il y a des opposants, quoi. C'est pas Saddam Hussein, quoi. Non, c'est pas Saddam Hussein. Non. c'est pas Kim Jong-un non plus. Non, c'est pas. Je dirais pas que c'est une dictature. Je dirais que c'est un régime autoritaire. Voilà, c'est un régime autoritaire. Voilà. Mais alors, en gros, si on essayait nous de fantasmer sur la possibilité de trouver un plan qui convienne à peu près à tout le monde, qui soit quelque chose de mesuré. Bon, alors c'est très compliqué, mais imaginons les deux oblasts du nord-est, à savoir Donetsk et Lugansk. Si on donnait ça aux Russes, qu'on donnait ensuite la Crimée... Là, si je me souviens, il y en a un des deux pour lequel je suis certain, l'autre pour lequel je ne suis pas certain. Ouais. Mais il y en a un des deux où ça a déjà été passé dans la constitution russe que c'était maintenant un territoire russe. Ouais. C'est-à-dire quiconque envahirait cet oblast-là envahit la Russie, et à ce moment-là, c'est la guerre qui commence. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ces territoires qui ont déjà été conquis ont été inclus dans la nation russe, et à ce moment-là, quiconque voudrait les reprendre, ce serait une guerre. Il n'est pas dans le pouvoir de Poutine, une fois que ça a été inclus dans la Constitution et ça a été voté dans la Douma, la Douma, c'est la chambre, de rendre ça ou de prendre. C'est russe, point barre, c'est fait. Même chose pour Sébastopol. Ouais. Donc, les Russes l'ont pris, et selon la formule de Staline, si vous voulez, la décision avec les Russes, c'est souvent, bon, ça c'est à moi, c'est pas négociable, alors on va négocier à partir de là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est négociable chez vous? Moi, je veux bien prendre des choses chez vous, mais chez moi, je vous donnerai rien. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, là, c'est compliqué, là. Vous faites comme Poutine, vous dites, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui l'ai créé, je vais laisser les Européens se démerder, tiens. Ouais. Non, honnêtement, je sais pas, c'est un problème assez insoluble. Moi, ça me paraît pas une mauvaise idée de rester sur les lignes de front pour ce qui est de cette partie-là, et ensuite d'avoir un corridor qui va jusqu'en Crimée. Ça me paraît une solution assez mesurée. Alors, j'imagine qu'elle a déjà été évoquée. Pour aller en Crimée, il partirait d'où le corridor? Ah bah, ça rejoindrait la partie à l'est, qui est déjà conquise par les Russes. Là, aujourd'hui, ce corridor, il existe déjà, il est déjà énormissime, mais c'est pas un corridor, c'est des territoires russes qui ont été mis là, puisque maintenant, ils sont devenus russes. Donc, le problème de la Crimée, c'est que vous aviez là, puis si vous vouliez aller à la Russie, il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de bateau, etc. C'était là-bas à l'est, vous ne voyez pas, puis autour, il y avait la Crimée comme ça. Mm-hmm. Tous ces territoires ont été pris, puis ils ont fait un pont pour aller à l'est, un gros pont pour aller à l'est. Donc maintenant, la Russie est directement rattachée à la Crimée. Mais il s'agit de pouvoir la rattacher aussi de l'autre côté, sur le territoire ukrainien. Envoyer que les Ukrainiens puissent utiliser le Sébastopol librement? Non, de pouvoir passer par les deux côtés, puisqu'on a effectivement ce pont qui relie la Crimée au territoire russe, et puis après, il y a toute la partie au-dessus de la mer d'Azov, qui est reliée par la terre directement. Qui est reliée par la terre directement, mais ça a été conquis par les Russes, non? Oui. C'est fait. Oui, mais je veux dire, c'est pas cédé officiellement dans le droit, quoi. Dans le droit... vous savez, le droit, c'est ce que disent les... Oui, bref, le droit international. Le vrai problème du droit international, c'est qu'un droit, pour exister, exige une force de police pour le faire régner. Mm-hmm. Bon, donc vous avez un droit international, et qui ça va être la force de police qui le fait régner? C'est les Russes ou les Américains? Moi, je réponds pas à des questions aussi pertinentes que ça, moi. Donc, le droit international, ça fait partie des mythes que le globalisme a essayé de nous faire avaler. Je suis assez d'accord, oui.
Ça n'existe pas, le droit international, point barre. Non, on pourrait parler d'un accord bilatéral, en tout cas. Voilà, un accord bilatéral garanti par les puissances, comme à Minsk. Oui. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ça avait été voté par les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, la France et l'Allemagne s'étaient engagés à le faire respecter. Puis après, on a appris que pour M. Hollande et Mme Merkel, c'était une plaisanterie pour permettre, c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, c'est pas moi, pour permettre à l'armée ukrainienne de se constituer en attendant d'attaquer. Oui, mais ça d'ailleurs, c'est un peu le risque. C'est-à-dire que même si on parvenait à un accord, est-ce que ce serait pas en fait un peu un Minsk 3, c'est-à-dire encore une fois, on temporise, les deux parties, ne respectent pas le traité, ce qui était le cas à partir de 2015, et en fait, à chaque fois, rebelote, 5 ans ou 10 ans plus tard, on se retrouve encore une fois avec donc, si vous êtes Poutine, vous dites c'est ça le danger, vous avez qu'une idée, c'est d'écrabouiller les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, et de faire sortir les Européens et les Américains du coin, et qu'ils ne reviennent plus jamais, quoi. Ouais. Puisque vous voulez une solution définitive, ce que vous décrivez, c'est une espèce d'accord de cessez-le-feu, oui. Qui, ça ne serait qu'un cessez-le-feu. Oui. Mais actuellement, c'est un peu de ça qu'on parle. Hein. On parle d'un cessez-le-feu, parce que là, les accords sur la souveraineté des territoires, on en est assez loin. Et alors, continuons à être parfaitement cyniques, hein, puisque c'est ce qu'il faut faire dans les relations internationales. Si vous êtes complètement cynique, vous dites, s'il y a un problème de souveraineté de l'Ukraine sur toutes ces régions-là, le vrai problème, c'est peut-être que l'Ukraine soit un État souverain. Si l'Ukraine faisait partie de la Russie, à ce moment-là, le problème disparaît, non, il n'y a plus de problème. Ah oui, mais là, il va y avoir du monde qui ne va pas être d'accord. Là, c'est une vision vraiment unilatérale de la Russie. Là, personne d'autre n'est d'accord là-dessus, pour le coup. Comme vous parlez de personne d'autre, c'est qui les personnes d'autres ? Les Ukrainiens, eux, ceux qui restent sur le territoire. Alors c'est tout à fait vrai. Ce que vous dites est tout à fait exact. C'est que les Ukrainiens et les Russes n'ont pas du tout envie de s'occuper ni des Ukrainiens qui les emmerdent depuis toujours, ni probablement des Lettons, des Basques. Donc il n'est pas impossible que la Russie, elle n'a pas du tout envie de s'occuper de toutes ces minorités qui vont foutre que le merdier chez elle, quoi. Donc il est possible qu'ils acceptent quelques aménagements, justement pour ne pas avoir à s'occuper des Ukrainiens. Oui. Parce que c'est là où il y a toute l'industrie pourrie, hein, qui sert à rien, les matières premières, elles sont là où les Russes les ont prises, quoi. Donc, oui. Là aussi, il y a le côté affectif qui va jouer. C'est quand je repense à Solzhenitsyn, qui était d'ailleurs les origines. Je me demande s'il n'était pas né en Ukraine, il faudrait que je vérifie. Mais la Russie et l'Ukraine, c'était le même pays, quoi. Oui, ça a été longtemps le même pays, oui. Ouais. Mais on pourrait dire peut-être pareil avec la France et une partie de la Belgique. Enfin, il y a des terres comme ça. La Belgique, on a eu des belles batailles avec le roi de France longtemps, là, avec les grandes villes d'Anvers, Bruges et tout, qui montaient des armées contre le roi de France, parce qu'ils avaient beau parler français, ils ne se sentaient pas vraiment français, quoi. Oui. Donc là aussi, mais c'est pas faux. Ou alors on peut parler avec la partie francophone de la Suisse. Hein. Napoléon avait essayé de la piquer, puis au bout de 4-5 ans, je crois, c'était de telles têtes de l'art, les Suisses, qu'il est parti en disant non, ils sont ingérables, ces gars-là. Oui. Ingouvernable. Ingouvernable, c'est pareil. On leur disait de venir, ils partaient. On leur disait de partir, ils arrivaient. Enfin, bref, c'était... Les Suisses, pendant 4-5 ans, ils avaient mis un préfet, ils avaient mis tout ce qu'il fallait, Napoléon. Mais ça n'a pas marché avec les Suisses. Ouais. Donc il est possible qu'il y ait ça. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que les Américains ont ouvert une boîte de Pandore dans laquelle il y a des trucs avec. Ils l'ont ouvert parce qu'ils voulaient maintenir leur prééminence sur le prix du pétrole en dollars. Et que la Russie commençait à vendre son pétrole et son gaz d'un côté en euros et de l'autre côté en yuan. Et ce qui était arrivé, ils ont voulu faire le même coup qu'ils ont fait à Saddam Hussein et à Kadhafi. Leur expliquer comment ça marchait dans la vraie vie. Et malheureusement, la Russie, c'est pas la Libye, c'est pas l'Irak, quoi. Vous savez, Montgomery, qui était un grand général de la Deuxième Guerre mondiale, quand on lui demandait, pendant la guerre froide, on lui demandait ce qu'il fallait faire, il disait, moi je ferai tout ce que vous voulez, mais je ferai jamais deux choses. L'Afghanistan et la Russie,
Ouais. J'y vais pas. Ouais. Il y a 2 pays qu'on n'attaque pas. Et qu'est-ce que ces couillons américains ont fait depuis 15 ans? Ils ont attaqué l'Afghanistan et la Russie. C'est pas une idée, peut-être par des moyens détournés, mais enfin, ils y sont allés. Donc, c'est complètement couillon. Parce que tout ça pour garder leur monopole sur le pétrole. Ouais. Ils voulaient casser la Russie en petits morceaux, faire des tas de petites Ukraines partout, que les Américains auraient dominé, etc. Et chacune aurait vendu ses matières premières en dollars. Ouais. Bon, mais ça s'est pas fait. Bon, oui. C'était la grande thèse de Brzezinski. Hein. Brzezinski, il disait il faut maintenir la Russie en dessous, il faut maintenir l'Allemagne en esclavage, et il faut empêcher la Chine de se développer. Ben, on ne peut pas dire qu'il aurait eu... C'était les succès de la diplomatie américaine sont assez rares en ce moment. Oui. Pour l'Allemagne, ça s'est un peu réalisé. Hein. Oui, il fallait maintenir l'Allemagne en état de servage. Mais en maintenant l'Allemagne en état de servage, pour y arriver aujourd'hui, il faut qu'ils coupent l'énergie. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ça fout en l'air toute l'Europe. Oui. Donc, aujourd'hui, aussi que quand vous parlez aux populations, vous avez l'impression qu'en 10-15 ans, les États-Unis sont passés de gens qu'on trouvait aimables, sympathiques, pas très habiles, mais enfin, ça va, c'était un peu rusto, mais enfin... Maintenant, il y a une partie importante de la population en Europe et dans beaucoup de pays qui considèrent les États-Unis comme un ennemi. Ça s'était jamais produit. Ouais. Non, c'est sûr, il y a une méfiance grandissante. Il y a une méfiance maintenant. Ouais. Je pense que ça a été surtout... comment dire, ça s'est manifesté beaucoup sur la fin de la présidence d'Obama. D'Obama, oui, tout à fait. Il y a eu le mandat de Biden aussi qui a fait un peu de mal à cette diplomatie. Avec le début de la guerre en Ukraine. Oui, absolument. Absolument. Je suis assez convaincu qu'il n'y aurait pas eu cette guerre en Ukraine s'il y avait eu Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors après, c'est un peu... Pour une raison très simple, c'est qu'il n'aurait pas encouragé l'Ukraine. Oui, puis je pense qu'il est capable aussi, d'un autre côté, de taper du poing sur la table. Je pense qu'il a déjà fait peur plusieurs fois à Vladimir Poutine, parce que c'est quelqu'un qui peut être assez impulsif. Et alors que Biden était extrêmement prévisible. Il disait à l'avance tout ce qu'il allait faire, donc ça pouvait très bien se passer. Et puis surtout, oui, Biden, personne ne sait qui a gouverné, puisque tous les actes signés du président s'étaient faits avec la machine à signer. Donc, ouais. Ce qui était un autre truc, c'était les États-Unis ont été gouvernés, dans le fond, par le cabinet autour de Biden et plus du tout par le président. Donc là aussi, ça pose un problème constitutionnel qui est un peu gênant. Oui, c'est sûr. Donc, pour revenir à ce que vous dites, c'est intéressant, là, c'est... Dans le fond, moi, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est... On tourne ça dans tous les sens que vous voulez. Il y a 2 choses qui me paraissent tout à fait évidentes. Un, l'OTAN a perdu la guerre. C'était pas une guerre Russie-Ukraine, c'était une guerre Russie-OTAN. Et l'OTAN est en train de perdre cette guerre, d'après tout ce que je peux voir. Ça veut dire que ça met en question la survie de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est un bon garant de la... Surtout si les États-Unis n'ont pas envie d'y aller. Et deuxièmement, si vous voulez, on a vu les classes globalistes à Bruxelles être violemment en faveur de la guerre. Et on nous expliquait que l'Europe, c'était la paix et la prospérité. Monde de peau, on a la guerre et on tire le diable par la queue. Et on est en stagnation économique, oui. Ouais, et donc vous vous dites, finalement, est-ce que j'ai besoin d'avoir des gars comme eux à Bruxelles pour être mal géré? Ça, je sais le faire à la maison tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'ai pas besoin d'avoir un échelon supplémentaire. Oui. Et surtout de gars qui parlent pas mon accent, qui parlent pas ma langue et tout, puis que j'aime pas, c'est des Allemands, bref. J'ai revu aussi naître une espèce d'agacement contre l'Allemagne en Europe. Oui, absolument. Ouais. Qui maintenant, qui est un peu atténué parce qu'ils ont plein de problèmes économiques, en particulier avec l'industrie automobile. Donc, tous les objectifs de l'Europe, la paix, l'espèce de réconciliation entre les peuples, le commerce, une énergie pas chère, la liberté, on va pouvoir se balader partout sans passeport, tout ça s'effondre. On est en train d'assister à l'effondrement du rêve européen, quoi. Oui, alors ça c'est vrai, effectivement. C'est quelque chose que je ressens énormément dans toute la population, y compris des gens qui sont pas forcément très politisés, parce que ça aussi, il y a
Il y a 10-15 ans, ça demandait comment dire, une certaine connaissance du dossier européen pour être vraiment violemment anti-européen. Si vous êtes paysan aujourd'hui en France, l'Europe, c'est l'ennemi, quoi. C'est eux qui vous ont foutu dans cette merde noire. Oui, ça c'est un donc, discours qu'on retrouve énormément. L'industrie, les gens disent, mais c'est l'Europe qui nous a foutu en l'air. L'euro, que c'est que cette histoire, c'est pour ça qu'on est ruiné, qu'on n'a plus d'industrie. Donc, les gens ont l'impression que leur pays a été gouverné par des forces de l'extérieur, et que ces forces de l'extérieur qui n'étaient pas françaises les ont appauvris personnellement. Ouais. Et alors, cependant, on est dans une forme de paradoxe parce que quand on leur demande s'ils veulent quitter l'Union européenne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une majorité de oui en France. Ça, c'est passé des sondages. Oui, mais je trouve que les sondages sont quand même plutôt justes dans la plupart oui, sauf des qu'on cas. a vu qu'on leur a demandé de voter pour la Constitution européenne, ils ont voté non. Ouais. Pour l'acte unique européen, ils avaient voté oui, c'est simplement parce que nos anciennes colonies avaient voté à 108% pour elles. La France continentale avait voté contre. Donc, bien sûr. Si vous demandez aux Français, ils vont dire bien sûr j'adore l'Europe, et puis ensuite vous allez les faire voter. Oui. Alors, et ils disent pas tellement que ça. Alors effectivement, le truc c'est qu'il y a parfois besoin d'une sorte de moment politique, qu'on en parle matin, midi, soir, pour que effectivement les gens se disent effectivement peut-être on va sortir de ce bourbier parce que ça me paraît pas bien convenable. Au jour le jour, on peut se dire en fait il y a comment dire une victoire permanente du statu quo, puisqu'on se pose même pas la question au final. Oui, mais le statu quo, c'est l'absence de décision. Si moi, vous voulez, aujourd'hui, par exemple, vous pouvez pas gérer la France si on ne retrouve pas nos souverainetés. Par exemple, la souveraineté monétaire, la souveraineté juridique, etc., qui sont les attributs essentiels de la souveraineté militaire. Donc, le statu quo, c'est la continuation du déclin. Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc, et donc de l'appauvrissement. Et donc, à un moment, on va se poser les questions de qui va acheter notre dette. On en a souvent parlé. Hein. Oui. Et si elle n'est pas achetée, il va y avoir une crise épouvantable sur les transferts, puisque la dette n'existe qu'à cause des transferts qu'on doit faire avec de l'argent qu'on ne gagne plus. Hein. Donc, à partir du moment où les types qui touchent des subventions ne vont plus les toucher, ils vont devenir très agacés, un peu comme les supporters de Milei en Argentine. Quand ils n'ont plus reçu leur subvention, que leur subvention était valée zéro parce que la monnaie ne valait plus rien, bien sûr. Donc, et puis en face de cela, il y a tout simplement le ras-le-bol fiscal. On a l'impression que c'est le ras-le-bol fiscal, je suis sûr que le type, la grand-mère qui touche ses 900 € de subvention en arrivant pour venir vivre avec ses petits-enfants en France, alors que ma belle-sœur touche, après avoir travaillé 24 ans dans la fonction publique, touche 750 €. Je me dis que la grand-mère, elle ne va pas se plaindre, elle. Elle touche à 900 €, elle n'a jamais cotisé rien du tout, elle touche 900 € pour moi. Elle, non, effectivement, mais ça va rendre l'antagonisme en ceux qui bénéficient des subventions et ceux qui les payent de plus en plus fort. Oui, absolument. D'ailleurs, ça se développe tous les jours, ça. Donc, on a introduit, en mettant l'Europe comme ça, des espèces de ressorts de mécontentement qui sont de plus en plus forts. Et donc, les forces de dislocation aujourd'hui sont beaucoup plus fortes que les forces de rassemblement, quoi. Oui, effectivement. Et je ne sais pas comment ça se terminer. Moi non plus. Honnêtement, sur cette question-là, je commence de plus en plus à me dire que nous, on va se faire sortir de l'Europe avant de choisir d'en sortir. Oui. Ou alors les Allemands vont dire qu'ils en ont marre. Imaginez que la guerre s'arrête et qu'on dise aux Allemands, la guerre s'arrête, mais les Russes, c'est des très méchants. Vous n'avez toujours pas le droit d'acheter de l'énergie pas chère aux Russes. Ouais. Ils vont faire le geste qui sauve, non ? Mais en fonction de quoi vous me dites ça ? Pourquoi je n'ai pas le droit d'acheter des Russes ? Il y a des gens normaux, non ? Oui. Pas vraiment, mais... C'est peut-être que si. Non, ils sont pas tout à fait normaux. Ils sont pas tout à fait normaux, mais oui, mais qui donne le droit à l'Allemagne, nation souveraine, de pas acheter son énergie où elle veut ? C'est parce que les États-Unis ont des troupes en Allemagne ? Oui, ça aide, effectivement. Ça aide, mais maintenant, on a appris que les États-Unis n'avaient pas du tout l'intention, c'était le discours de Vance à Munich, ils n'ont pas du tout l'intention de défendre l'Allemagne. Hein. C'est plus dans leur cahier des charges. Donc les troupes américaines vont s'en aller. Et à ce moment-là, qui va le dire ? C'est M. Macron avec ses petits biscottos qui va dire l'armée française va vous envahir ? Non, je ne vois pas trop dire ça. Alors, mais qui va forcer l'Allemagne à ne pas acheter du... personne. Personne.
Ben donc ils achèteront du gaz. Ou alors il faudra des opérations physiques, encore une fois, sur les gazoducs pour empêcher de le faire. Mais... Oui, mais à ce moment-là, si vous voulez, celui qui le fera, ce sera une déclaration de guerre, quoi. Oui. Enfin, théoriquement, ça a déjà eu lieu et au final... Mais parce que l'Allemagne était un pays qui n'était pas souverain. Mais l'hypothèse, si l'OTAN s'arrête, oui. L'Allemagne redevient un pays pleinement souverain, y compris pour sa défense. Oui. Donc l'OTAN n'a pas de raison d'être. Ouais. Cela dit, vu l'attitude de la diplomatie européenne et allemande, parce que c'est presque la même chose, on a l'impression qu'ils veulent des sanctions encore plus. Ah oui, parce que eux, ce sont les vendus à l'Empire américain. Donc effectivement... vous allez à l'AfD, oui. C'est pas vraiment la même chose. Non, à l'AfD, non, effectivement. Et pourtant, celui qui monte aujourd'hui, c'est l'AfD, c'est pas le Parti chrétien-démocrate. Hein. Oui. Ni le Parti socialiste qui est en train de dissolution, comme en France d'ailleurs. Oui. Donc on voit s'écrouler sous nos yeux l'ordre accepté, établi, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'Europe qui est... Vous savez, c'était ce qu'avait dit un des frères Kagan, là, c'est l'Europe, c'est de Vénus, et les États-Unis, c'est de Mars. C'est-à-dire, les États-Unis protègent la paix, et puis les Européens, on les laisse s'amuser dans leur débauche, là. Ouais. Et donc, cette idée, l'Europe, c'est Vénus, et les États-Unis, c'est Mars, ça s'est produit, c'est ce qui s'est passé, mais c'est de moins en moins accepté par les populations de la zone Vénus, si j'ose dire, parce que le coût que nous fait supporter notre maître de Mars devient de plus en plus intolérable. Ouais. Alors après, en fait, c'est aussi une question d'alignement, au-delà de l'alignement purement diplomatique, c'est l'alignement politique aussi entre les différentes forces, c'est-à-dire que il y a... Par exemple, typiquement, les Polonais sont typiquement pro-américains depuis toujours. Enfin, en tout cas, depuis la chute du mur de Berlin. Parce qu'ils ont une peur bleue des Russes. Oui. À bon escient, oui. Bon, voilà, je peux pas leur reprocher de l'avoir. Effectivement, ils ont quelques justifications historiques. Mais il y a un alignement beaucoup plus clair, par exemple, entre la population polonaise, entre leur manière de voter, et l'administration Trump. Par rapport à l'Allemagne, par exemple, c'est pas la même chose. C'est moins net que ça, parce que le pouvoir est partagé en Pologne. Vous avez le président qui est tout à fait sur votre ligne, et puis vous avez le Premier ministre qui était Donald Tusk, qui se retrouve, lui, à Bruxelles, en train de cirer les pompes de tout le monde. Oui. Donc, même à l'intérieur... Et dit Donald Tusk, aujourd'hui, il arrive à rien faire en Pologne parce que le président bloque tout. Donc, à l'intérieur de la Pologne, vous avez, si j'ose dire, l'AfD qui est au pouvoir, présidence, et puis... le Premier ministre qui se trouve être Donald Tusk. Et donc partout, vous voyez cette rupture entre le représentant du peuple et le représentant des États-Unis. Ouais. Oui. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Oui, alors effectivement, Donald Tusk est très aligné avec la diplomatie européenne sur les questions de politique internationale, etc. En revanche, lui qu'on voit comme un peu comme un centriste de chez nous, parce que c'est un peu un centriste en Pologne. Bon, pour être centriste en Pologne, il faut être au minimum sur la ligne de Marine Le Pen, et je dis bien au minimum en France. D'ailleurs, ils ont 0 immigrants. Voilà. À part les 2 millions les 2 millions d'Ukrainiens qu'ils ont ramassés, oui. Voilà, c'est ça. Et là-dessus aussi, il y a un alignement qui a l'air d'être assez important pour l'administration américaine. Et d'ailleurs, j'avais vu un message de je ne sais plus quel compte officiel de l'administration américaine la semaine dernière qui disait que l'immigration, notamment venue du tiers-monde, était une question absolument primordiale, et que les États-Unis feraient tout pour l'empêcher aux États-Unis et chez ses alliés européens. On a l'impression qu'il y a aussi ce côté, si on s'entend bien sur le fond, on continuera peut-être à avoir des bases chez vous, typiquement chez les Polonais, peut-être moins chez les Allemands s'ils continuent de me brouter. Oui, les bases chez les Allemands, elles vont être fermées, mais s'ils ferment les bases chez les Allemands, il va peut-être falloir qu'ils les ferment chez les Japonais. Oui, possiblement, oui. C'est peut-être pour ça que la dame est en train de développer là-bas au Japon son truc militaire aussi vite qu'elle le peut. Ouais. Donc, je veux dire par là, c'est que quand un empire s'écroule, il s'écroule pas un petit peu plus en France qu'un peu moins là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la totalité du pouvoir de l'empire s'écroule en même temps. Quand l'Union soviétique a sauté, il n'est rien resté. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on est en train de discuter avec l'OTAN de la protection militaire qu'offraient les Américains gratuitement aux autres. Ça, soit ça cessera d'être gratuit, soit les Européens diront non merci, le prix est trop élevé, quoi. Ouais. Les peuples.
Aujourd'hui, on a, comme souvent en politique, les représentants de l'ordre qui est en train de s'écrouler, qui sont au pouvoir. Oui. Mais ces Surtout représentants vont disparaître, quoi. Oui, effectivement. C'est surtout le cas pour la France, pour l'Allemagne, pour le Royaume-Uni, pour l'Italie, c'est déjà le cas. Enfin, ça a déjà été le cas. Mais oui, c'est un peu ce qu'on observe en Europe occidentale. Ouais. Oui, donc, si vous voulez, on est dans les convulsions dont on a parlé ici depuis très longtemps. C'est la fin de l'Empire américain. Et un empire, si vous voulez, quand ça s'écroule, il se passe des trucs très intéressants, mais les prévoir... Oui, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué, si vous voulez. Moi, je m'étais dit, pour des tas de raisons, j'avais expliqué à l'époque que l'Union soviétique allait s'écrouler à la fin des années 80. Là. J'avais écrit des tas de papiers. Mais, bon, elle s'est écroulée, très bien. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça s'est passé. Ouais. Oui. L'écroulement a eu lieu, mais... C'est ça, une fois que le jeu est rebattu à sa base, il y a une infinité de possibilités. Ben voilà, et celui qui dit qu'il est capable de voir, il ne voit rien du tout. Donc ce que je sais, c'est que le jeu étant, pour reprendre notre image, le jeu est rebattu, il va se passer des tas de trucs, mais on est d'un seul coup dans un monde ouvert à la place d'être dans un monde fermé où il y avait toute une série de solutions qu'on ne voulait pas regarder. Ouais. C'est pour ça que... ça va gigoter. Oui, bien sûr. Et enfin, on va cesser de s'ennuyer. Oui, j'espère que ça va arriver rapidement. Effectivement, oui, on a un cadre, on va dire, dans lequel on peut réfléchir. Et une fois que le jeu est rebattu, le cadre n'est plus du tout le même. Le cadre est total. Ce qu'on a vu rebâtir, qui est remonté d'un seul coup, un peu à ma grande surprise, c'est les très anciens empires. C'est la Perse, c'est la Turquie, c'est la Chine. Vous voyez, les trucs qui étaient là depuis des millénaires. Donc, si on réfléchit en termes de France, l'Allemagne, c'est une création récente. Hein. Il y avait plein d'Allemagne jusqu'en 1870. Hein. Donc, on va voir surgir la France, oui, probablement. Et peut-être l'Autriche-Hongrie. Peut-être. Oui, ça pourrait être sympa d'avoir un petit revival de l'Autriche-Hongrie. Regardez les accords, comment ils s'appellent, c'est un endroit où il y a déjà les Polonais, les Autrichiens, les Hongrois et tout ça, ils ont un endroit où ils discutent entre eux. Ouais, le groupe de Visegrad. Voilà. Ouais. Donc ils sont déjà en train de discuter. Donc on va voir revenir l'Autriche-Hongrie. Ouais. D'ailleurs, je tiens un indice des Habsbourg dans mon compte personnel. Là, je regarde, je tiens un indice et je le compare aux indices des Hohenzollern, les Prussiens, si vous voulez. Ah oui, ouais. Et donc, je vois lequel fait le mieux. Et donc, il vaut mieux être investi chez les Hohenzollern ou chez les Habsbourg. Depuis quelque temps, il vaut mieux être chez les Habsbourg. Hein. Ah bah, évidemment, big time. Hein. Ouais. Les Hohenzollern, c'est des gros perdants. Hein. Ouais. Voilà. Donc, c'est intéressant ce genre de discussion parce qu'on voit ce à quoi sont affrontés les diplomates qui cherchent des solutions rationnelles. Dans un monde qui est en train de retourner à des racines presque instinctives, comme la nation, la rationalité, c'est pas ce qui gagne toujours. Hein. Non, c'est certain. Je vous remercie bien sûr pour votre attention particulière. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et sur l'Université de l'Épargne. N'oubliez pas que ça existe aussi. On en a fait toute une émission là-dessus la semaine dernière sur comment gérer son épargne. Et c'est essentiel dans un monde qui va bouger. Oui, parce absolument. Que votre épargne, si vous la laissez aux États, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont la gérer en fonction des besoins anciens. Oui. Des règlements qui avaient été faits à l'époque où ça existait. Donc vous allez vous retrouver avec des tas de règlements qui n'auront plus une raison d'être, mais ces couillons de gérants, ils continueront à les suivre parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça. Donc il faut que vous preniez le contrôle de votre épargne, c'est indispensable. Voilà, absolument, vous le ferez certainement mieux que votre banquier. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Et merci infiniment.